Notre île est et demeurera le royaume des hommes. C'est déjà l'épisode 4 des Anneaux de pouvoir. Je vais essayer de vous donner mon avis. J'ai toujours un peu de mal à savoir ce que j'ai pensé des épisodes des Anneaux de pouvoir à chaque fois que je finis de regarder. J'ai l'impression qu'on est dans une perpétuelle mise en situation de quelque chose qui nous prépare un grand événement. Et on se dit ok putain ça a l'air cool. On a déjà dit plein de fois c'est beau tout ça. Mais on se dit ok mais l'action elle va commencer quand? Parce qu'il y a des petites scènes d'action mais t'as toujours l'impression qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Et bon, au rythme où ça va, j'ai l'impression qu'à la fin de la saison, on se sera dit, c'était cool, c'était beau, mais qu'est-ce qui arrive, quoi? Et c'est pour nous faire 10 minutes à la fin où il y a un rebondissement, ça va un peu être décevant, quoi. J'aurais l'impression de rester un peu sur ma faim. Après, il y a plein de chemins qui se dessinent dans l'intrigue et tout qui sont intéressants. Moi, j'ai vu des gens qui disent, ouais, on sait tout de suite qui va être qui. Moi, franchement, par exemple, pour donner des exemples clairs, l'étranger, cet épisode, il m'a fait poser encore plus de questions sur lui, malgré le fait qu'on ne le voit pas. Halbrand aussi. Je suis pas sûr de qui est qui en vrai, donc peut-être que ça paraît évident pour certains, mais moi, je trouve qu'il y a quand même des incertitudes, il y a quand même des choses qui se dessinent qui sont super intéressantes autour des orques, etc. Il y a d'autres points qui m'ennuient un peu plus. Ce qui se passe à Numénor, moi ça m'ennuie un peu. C'est pas ce qui me palpite vraiment, quoi. Galadriel, le personnage, il m'ennuie un peu. Je trouve qu'il y a un peu trop de défauts autour d'elle. Mais par contre, ce qui se passe avec Arondir, les orques, son face-à-face avec Hadar, ça, j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant. J'ai l'impression que ça a enrichi le lore, du Seigneur des Anneaux. Après, voilà, moi, c'est peut-être ce que je recherche vraiment, c'est qu'on enrichissent entre guillemets l'univers étendu, quoi, qu'on en sache plus, parce que la mythologie de Tolkien c'est le point fort du truc, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est ça que je trouve le plus intéressant parce que c'est le plus riche. Si on se lance encore dans une comparaison avec House of the Dragon, la mythologie du Seigneur des Anneaux elle dépasse tout, elle est vraiment trop profonde et tout, elle est super bien réfléchie. Je dis pas qu'elle n'est pas dans House of the Dragon, mais les points forts pour moi ils reposent ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que c'est vraiment les parties qui m'intéressent le plus. Et là justement dans cet épisode il y a une grosse partie qui se passe à Numénor. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie qui se passe à Numénor parce que tout simplement il y a Galadriel là-bas et que on sent bien que chaque épisode c'est Galadriel qui est au centre de la série. Et moi, j'ai pas d'affect particulier avec Galadriel, elle m'agace un peu, je trouve que physiquement, elle est pas hyper charismatique, en tout cas, c'est pas... Moi, je la trouve pas charismatique et tout, même si je trouve que elle ressemble bien à une elfe, elle, pour le coup. Parce qu'il y a d'autres elfes qui, c'est vrai, ils sont un peu, pas trop crédibles, on s'attend à des elfes un peu ultra beaux gosses et tout, la peau super lisse et tout, c'est pas forcément le cas. Mais bon, c'est pas méga dérangeant non plus. Mais moi, c'est plus le caractère de Galadriel qui m'agace un petit peu. Après, il y a des personnages à Numénor qui sont cool. Par exemple, la reine, moi, je la trouve cool parce que même si elle peut paraître antipathique envers Galadriel et tout ça, on va apprendre dans l'épisode que c'est pas pour rien. D'ailleurs, l'épisode, il commence comme ça. Tu vois la reine, qui fait un cauchemar. Et tu comprends qu'en fait, c'est Numénor qui est enseveli. Bon. On va voir par la suite que c'était pas qu'un simple cauchemar. En parallèle de ça, t'as le peuple qui commence à se révolter. Quand je dis le peuple, c'est un peu exagéré. T'as 30 personnes dans la rue qui commencent à se dire on en a marre, qu'est-ce que fout cet elfe ici? Ils sont très méfiants des elfes, comme on a déjà pu le voir. Et c'est Tamar, le forgeron, qui a été blessé par Halbrand, qui mène un peu cette révolte. Et justement, il y a Pharazôn qui est prévenu par son fils. D'ailleurs, son fils, on sent qu'il y a une petite romance qui est en train de naître avec la fille d'Elendil. Bon, pour l'instant, je trouve ça sans intérêt. Je trouve, il la croise dans la rue, il la trouve belle, je sais pas, il commence à lui parler. C'est pas plus développé que ça pour l'instant. Pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Bon, bref, Pharazôn qui est prévenu par son fils, il va calmer la révolte en 2 secondes. Tu sens que il a de l'éloquence. Ça paraît peut-être un peu facile comment il calme les choses, mais bon, l'acteur il le fait bien, donc c'était crédible. Et toujours, il y a Galadriel en parallèle de ça, qui va aller demander des armées à la reine. Et tu vois, tous les autres elfes de la série sont quand même plutôt mesurés, sages, surtout Elrond. Moi j'ai vu pas mal de critiques sur Elrond.
Bah, en soi, si tu prends que ce Elrond-là de la série, le personnage, il est ok, je trouve. Il est pas énervant quoi, il est réfléchi, mais on verra ça plus tard. En tout cas, ouais, Galadriel, elle fonce dans le tas avec la reine, elle lui dit je veux des armées. La reine, forcément, elle dit bah, non, je vais pas te suivre aveuglément. Donc Galadriel, elle fait je veux parler à votre père, sujet sensible. Et forcément, bah, elle finit au cachot, comme Halbrand. Et là, ce qui me fait rire, elle se retrouve au cachot avec Halbrand. Et Halbrand lui donne des cours de politique et de bon sens. Alors que c'est censé être une elfe. On est au 2e âge déjà, donc elle est pas là depuis 10 ans, quoi, Galadriel. Elle est censée avoir une certaine sagesse. Alors je sais bien que le Seigneur des Anneaux, ça se passe des millénaires plus tard, donc elle aura le temps d'acquérir cette sagesse. Mais quand même déjà, si on part du fait que Halbrand est un homme, il a quoi, 30 ans? Il a acquéri plus de sagesse, plus de réflexion que Galadriel, qui est une elfe. Ça me gêne un peu. Après, ouais, il y a des théories sur Halbrand qui ne sont que des théories, donc c'est pas du tout des spoils, hein, qui pourraient dire que Halbrand, ça serait Sauron. Du par le fait que quand il s'énerve, il a une grande force, il peut avoir des excès de rage puissants, et on a vu dans l'épisode précédent, il voulait absolument être forgeron. On connaît le passé de Sauron, on sait que voilà, il a été forgeron et tout, donc c'est vrai que ça faisait des points communs assez intéressants, et on est dans une période de l'histoire où Sauron serait repenti, et Halbrand, c'est vrai qu'il a bien l'air d'un repenti, donc il pourrait correspondre. Mais il y a un élément à la toute fin de l'épisode qui pourrait faire penser que c'est peut-être pas lui, Sauron. On va y revenir plus tard. En tout cas, voilà, il donne du bon sens à Galadriel. Galadriel, elle est libérée par Pharazôn, et Pharazôn, il lui dit mais tu vas partir cette nuit, tu prends un bateau et tout. Donc elle s'échappe, elle casse la tête aux 4 gardes qui sont avec Pharazôn. D'ailleurs, cette scène, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé un peu limite comment elle prend les gardes, elle les pousse tous les 3 ou tous les 4 dans la cellule et tout. Heureusement que c'est filmé, on voit juste la fin de la scène, mais c'est pas ouf. Hein, là, la scène d'action, c'était pas leur point fort là-dessus. Bon bref, forcément il est évident que Galadriel, elle va aller à la tour du roi. Tout le monde l'a compris, et même Myriel, la reine. Du coup, elle l'attend. Il y a un petit conflit. Galadriel, elle se rend compte que le roi, il n'est pas en état de dire quoi que ce soit. Donc, elle se rend compte de la situation. Elle s'excuse auprès de Myriel. Et là, enfin, on a des révélations. On va savoir pourquoi Myriel est aussi réticente à la venue de Galadriel et peut-être aux elfes. Du coup, elle lui montre une boule de vision, Palantir, je crois qu'il la nomme. Donc elle nous apprend qu'avant ils en avaient plusieurs, maintenant il en reste qu'une. Et quand Galadriel la touche, on se rend compte que la vision que donne cette boule, c'est la vision, le cauchemar qu'a eu la reine au début de l'épisode. Et le problème des visions, c'est qu'en fait ça te dit ce qui va arriver, ça te donne des indices, mais tu sais pas comment les choses vont arriver. Parce que Myriel, elle dit que la vision commence avec l'arrivée de Galadriel, mais est-ce qu'il faut l'aider et ça va conduire à ça, ou est-ce que ne pas l'aider va conduire à ça? Et c'est un peu ça le questionnement qui aurait dû être plus présent tout au long de l'épisode, et je sens qu'on le ressent pas assez auprès de Myriel. Myriel, elle a l'air sûre d'elle, alors qu'elle devrait se dire, ok, là c'est le début de la vision. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Et on dirait tout de suite qu'elle est sûre de ne pas aider Galadriel, et je pense que ça aurait été pas mal de montrer que Myriel, elle est torturée entre les deux décisions qu'elle doit prendre, parce qu'en même temps, si elle aide Galadriel, elle sait que son peuple peut lui tourner le dos, et c'est compliqué. Je trouve que c'est pas mis en avant, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est pas assez mis en avant. Donc, dans un premier temps, Myriel a dit non, désolé, tu dois partir, parce que voilà, mon père, entre guillemets, a été éjecté du pouvoir parce que justement, il voulait aider les elfes. Donc moi, j'ai été, entre guillemets, choisi, élu, entre guillemets, pour rétablir la paix, donc je vais pas prendre le risque de t'aider. Donc du coup Galadriel monte sur une barque et s'en va, et à ce moment-là, l'arbre blanc perd ses feuilles. Et quand l'arbre blanc perd ses feuilles, c'est comme si les Valar eux-mêmes pleuraient. Donc ça rappelle aux hommes que les Valar les surveillent, et du coup ça fait changer l'avis de Myriel sur la situation, et elle va donc aider Galadriel. Et donc lever une armée pour elle. Et on va voir donc que dans l'armée, il y a Isildur qui va s'y engager, parce qu'Isildur s'est fait virer de la marinerie. Non, c'est pas la marinerie, mais en tant que marin, quoi.
il était à 2 doigts d'être pris, il lui restait quelques jours de formation et le pauvre il se fait virer parce qu'il y a toujours ces voix de l'Ouest qu'il appelle, parce qu'il a vraiment envie d'aller voir l'Ouest de Numénor. Donc voilà, l'armée est levée, Galadriel a eu ce qu'elle voulait, la reine Myriel va partir et ils vont aller en Terre du Milieu. Et peut-être qu'aller en Terre du Milieu, ça va causer la perte de Numénor. Ça, on va voir la suite après. Mais c'est à peu près tout ce qui se passe pour Numénor. Donc, en fait, Numénor, c'est paradoxal parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en jeu là-bas. Mais c'est un peu lent. En même temps, j'allais dire comment ça pourrait être autrement. Et en fait, ça peut être totalement autrement parce que, encore une fois, si on fait cette comparaison avec House of the Dragon, il y a beaucoup de jeux de pouvoir et tout. Et tu sens que là, par contre, c'est beaucoup mieux fait, beaucoup plus approfondi. Autant dans tout ce qui est Elfe, Seigneur des Anneaux, comme je disais, la mythologie elle est impressionnante et tout, mais dans ce qui est jeu de pouvoir et tout, tu peux regarder un épisode de House of the Dragon, juste un jeu politique va te tenir en haleine, parce que c'est assez palpitant. Ils savent mieux le faire. Après voilà, je compare parce que c'est 2 séries qui sortent en même temps et que les gens les comparent beaucoup. Tu peux très bien regarder les 2 séries et pas attendre les mêmes choses de chaque série parce que de toute façon, elles ne te donneront pas les mêmes choses. Mais voilà, en tout cas, il faut reconnaître ça. Et c'est vrai que là, ce qui se passe à Numénor, ça va être très important pour la suite. Ça va conduire à plein de choses. Mais la mise en place de tout ça, moi je sais pas, ça me passionne pas des masses. Quand c'est le passage de Numénor, je vais prendre mon téléphone, regarder un peu mon téléphone, tout ça. C'est pas la partie que je préfère. Par contre, une partie que j'ai bien aimée dans cet épisode, c'est avec Arondir. Malheureusement, pas assez présente à l'écran, un peu trop courte. Et c'est là où on se demande quand c'est que Galadriel va arriver sur le front, va rejoindre Arondir. Et moi j'ai bon espoir qu'à partir de là, la série rentre vraiment dans le feu de l'action et ça devienne vraiment plus palpitant, quoi. C'est mon espoir. Mais j'ai pas passé un mauvais moment devant l'épisode non plus, hein. Faut pas déconner. C'est juste que ça tient pas en haleine. Des fois, ton attention est par ailleurs, quoi. Alors bon, ce qui s'est passé avec Arondir, on découvre Adar. Voilà. On va pouvoir un peu plus théoriser sur lui. On a un peu plus d'éléments maintenant. Donc, Adar, il porte bien son nom, hein, père en elfique. Tu sens vraiment que les orques, ils le considèrent comme son père, comme leur père et tout. Même plus tard dans l'épisode, ils vont l'appeler Seigneur Père. Donc, je pense que là, les théories qui disent que c'est lui qui a créé les orques, elles vont prendre de l'ampleur forcément. Parce que on a vraiment cette impression-là, quand il s'approche des orques, il y a un orque qui est mourant, il l'achève, mais tu sens qu'il l'achève pour mettre fin à ses souffrances. Il a l'air aimant envers l'orque. Et j'ai trouvé ça un peu pas mal de voir les orques face à la mort. Ils ont vraiment une conscience, c'est pas que des brutes sauvages et tout. Et ils ont un vrai respect pour Adar. Ça, c'est assez incroyable. J'ai hâte que ça soit développé, qu'on ait les réponses. Et qu'on nous dise officiellement, ouais, c'est lui qui a créé ces orques-là. Parce qu'ils ont l'air d'avoir un rapport assez spécifique. Et est-ce que Adar aura un rapport direct avec Sauron ou pas? C'est à voir, est-ce que Sauron aurait détourné l'elfe Adar de son chemin? C'est la réponse que j'ai envie d'avoir rapidement. Dites-nous ça avant la fin de la saison, s'il vous plaît. Et bref, Adar parle à Arondir en elfique. On voit ses oreilles, on voit bien du coup que c'est un elfe, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et ce qu'il dit à Arondir, il lui laisse la vie sauve, il lui dit « Ouais, j'ai un message pour les hommes ». Du coup, il laisse partir Arondir, qui doit transmettre ce message aux hommes, et il transmettra à la fin de l'épisode. Bon, le message, il n'a rien d'extraordinaire, hein. Il est évident, faut que les hommes qui vivent là prêtent allégeance à Adar et refusent d'avoir la propriété de ces terres-là. Donc, bon, pas très étonnant jusque-là. Les hommes, justement, avec Boromir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé d'aller se réfugier dans la tour elfique. Je pense que c'est un peu ce qu'il y avait de mieux à faire, parce que partout ailleurs, ils seraient un peu exposés aux orques. Mais il manque de vivre, forcément, parce qu'ils sont partis un peu comme ça. Ce qui est un peu bête, hein. J'aurais pu ramener 2-3 trucs supplémentaires, puisqu'ensuite tu vois Théo qui propose d'aller dans le village, justement récupérer des vivres et tout. Mais il est un peu suicidaire, mais il se croit peut-être un peu inarrêtable grâce à la lame qu'il a. Il pense peut-être avoir un pouvoir un peu spécifique. Il se fait avoir par un orque, et du coup il est obligé de se cacher dans un puits. Mais l'orque voit tout de suite la lame, et du coup ça l'intéresse, on comprend que c'est une lame très importante. Bon, ça on le savait déjà.
Donc Théo il est obligé de se cacher dans un puits et il est tellement intelligent le petit qu'il décide de s'enfuir en pleine nuit. Je sais pas ce que j'aurais fait en sachant qu'il y a des orques et tout. C'est un peu risqué. D'ailleurs il se fait rattraper par un orque. La scène celle-là justement je l'ai trouvée pas mal. J'ai bien aimé les scènes avec les orques, il y en a plusieurs qui étaient pas mal. Je crois que c'était dans le premier épisode où il y avait un orque chez Bronwyn. Ça faisait un peu en mode film d'horreur etc. C'était pas mal. Et là, la scène où il se cache à un moment dans l'herbe, il se cache derrière un mur, etc. La scène, je trouve qu'elle est bien filmée. Et elle nous rentre dedans. Là, ça te tient un peu en haleine. Bon, t'es pas non plus stressé, t'as pas non plus peur. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. J'aime bien ce genre de scène. C'était vraiment pas mal. Bon, il a deux doigts de se faire tuer par un orque. Heureusement, Arondir, magie du scénario, arrive pile à ce moment. Il le sauve. Et il le ramène auprès de sa mère. Et des autres humains. Et là, on va apprendre des choses intéressantes. Bon, déjà, Arondir va pouvoir annoncer le message. Et on va voir Waldraig. Waldraig, pardon, c'est celui qui avait la grange dans laquelle Théo travaillait de temps en temps. Il va lui dire, ouais, je sais que tu as trouvé la poignée. Il lui dit, ce n'est pas qu'une simple épée, c'est quelque chose qui a du pouvoir. Et on voit qu'il a la marque, du coup, sur son avant-bras, Waldraig, comme Théo. Et il lui dit, Sauron va arriver, il faut qu'on soit prêt. Enfin, il lui dit, ouais, c'est Sauron. En fait, il lui dit, il faut qu'on serve Sauron. Et il lui dit, est-ce que tu as vu l'étoile filante l'autre jour? L'étoile filante, je pense qu'il parle de l'étoile filante qui est arrivée près des pieds velus et qui a ramené l'étranger. Du coup, si cette étoile filante est importante, pour lui qui a l'air d'être un disciple de Sauron, je pense que ça prouve que l'étranger est Sauron. Selon moi, hein, et que c'est pas Gandalf ou un des mages bleus. Parce que, en quoi ça serait un élément important, l'arrivée de Gandalf ou des mages bleus, pour les disciples de Sauron? Pour moi, il n'y a aucune raison de ça. Donc je pense que vraiment, ça tire un peu vers le fait que l'étranger est Sauron et pas forcément Halbrand. Même s'il y a des points qui peuvent laisser penser à ça, mais je pense qu'ils essaient un peu de nous mener en bateau pour qu'on soit un peu perdu. Et dernier groupe qu'on suit, ça va être les nains. On voit donc que la tour qui va abriter la future forge a commencé, les travaux ont commencé, ça a l'air d'être assez avancé. Mais c'est pas la chose la plus intéressante qu'on va découvrir avec les nains, c'est surtout qu'on va découvrir que, comme beaucoup s'y attendaient, les nains possèdent le mithril. Ils l'ont découvert. Et Durin, ayant confiance en Elrond, assez confiance, il finit par lui annoncer. Et donc Elrond découvre le mithril. Et ça va être une nouvelle, comme le dit Durin, hein, ça va être une nouvelle époque pour les nains. Ils vont passer dans une nouvelle dynamique et ça va tout changer pour eux. Et je pense qu'on va en découvrir encore plus dans les prochains épisodes. J'ai pas envie de spoiler là tout de suite de ce qui est dit dans les livres et de ce que ça représente pour les nains. Pendant que justement Durin montre à Elrond le mithril, il y a la mine qui s'effondre. Dans la mine, il y a des nains qui sont encore là, donc Durin essaie de les sauver, etc. Et le roi décide de fermer la mine, ce qui énerve beaucoup Durin. Et Durin, il est très fâché contre son père. Et là, il y a une scène qui est sympa où Elrond lui dit qu'il devrait profiter de chaque instant avec son père. Et à la fin, il se passe une petite blague où la femme de Durin a dit « Mais comment vous avez découvert mon mari ?» Durin, il a fait croire qu'il a sauvé Elrond, alors que ça serait plutôt Elrond qui l'aurait sauvé de trolls et tout. Et en fait, j'ai trouvé cette petite scène comique anodine. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu l'esprit de la trilogie de Seigneur des Anneaux. Un peu cet humour-là. J'ai retrouvé un peu ça. J'ai souri un peu. Je me suis dit, ah, ça c'est cool et tout. Mais en même temps, je le vois pas souvent, ça. Peut-être c'est la première fois que je le vois en 4 épisodes. En tout cas, j'ai bien aimé ce moment-là. Et on apprend ensuite, pendant le tête-à-tête que Durin a avec son père, le roi Durin III, je crois, puisque lui c'est Prince Durin IV, qu'il va aller à Lindon sur invitation de Elrond, et le roi des nains justement l'invite à y aller parce qu'il lui dit on a des choses à découvrir. Il se cache des choses, il se méfie un peu des elfes, alors qu'Elrond il a l'air totalement sincère envers Durin, mais ils disent peut-être que le roi des elfes ou les elfes au-dessus d'Elrond nous cachent quelque chose. Il y a plus que la construction de cette simple tour. Ils sentent quelque chose qui va pas. Donc voilà, l'épisode met encore beaucoup de choses en place. Il se passe encore quelques petits trucs, mais
c'est pas choquant, c'est pas impactant de fou. Je pense que ces 4 premiers épisodes, il y a beaucoup de choses qui se passent, certes, mais ça avance tout doucement, quoi. Et c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être laisser le déroulé de l'histoire, laisser un fil rouge s'installer et qui prend du temps à s'installer, parce que pour moi, ça me choque pas, c'est le rythme que je vois classique dans les œuvres de Tolkien. On est là pour découvrir le monde et on le découvre un petit peu. C'est vrai qu'on est fixé sur des points. On n'est pas dans un grand voyage pour l'instant, mais il y a les choses du scénario qui se mettent en place. Et je peux comprendre que pour certains ça puisse paraître long et un peu ennuyeux. J'en vois beaucoup de gens qui disent ça, et je peux que les comprendre. En vrai, je peux que les comprendre. Ils auraient peut-être dû faire des petites actions, des histoires parallèles, hein, vous savez, qui peut-être n'ont rien à voir avec le scénario principal, mais qui t'en mettent plein la vue, etc. pour marquer les gens. Parce que justement, cette comparaison malheureuse avec House of the Dragon que beaucoup font, et ben ça dessert la série parce que les gens s'attendaient à ça. Et après, je veux pas inculper les gens de comparer avec House of the Dragon parce qu'Amazon a tout fait pour que ça soit comparé avec, puisqu'ils ont même dit que c'était leur Game of Thrones en fait. Enfin, c'était Game of Thrones est déjà un Seigneur des Anneaux, mais vous voyez, ils voulaient leur série fantastique un peu, et ils l'ont eu, mais sauf que c'est pas du tout la même chose. Et je pense que la manière de communiquer d'Amazon sur tout ça, elle était pas bonne. Elle était pas bonne pour le simple fait que déjà c'est une adaptation assez libre de par le fait qu'ils ont pas tous les droits, et ça aurait dû être mis plus en avant pour que les fans s'attendent pas au préquel officiel Seigneur des Anneaux. Et puis, ils auraient dû être vraiment dans une autre case que House of the Dragon, mais le vendre tout de suite comme ça. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impact fort direct. C'était dans un univers. Les acteurs, leurs costumes sont bien, les décors sont bien, c'est bien filmé, c'est bien réalisé. On découvre un univers qui est super riche, et juste ça, c'est grave cool. Tu vois, t'imagines toutes les divinités que t'as, rien que si tu vas chez les Valar et tout, c'est incroyable. Mais voilà, il manque ces choses impactantes, et je pense que peut-être Amazon a pris le pari que ces choses impactantes arrivent plus tard dans la série et qu'on fasse vraiment une mise en place là. Et c'est un pari qui est assez risqué, je sais pas trop s'il va payer. De toute façon, les audiences ont l'air d'être là et tout, mais il faut quand même qu'ils nourrissent des gens pour qu'ils reviennent pour la saison 2 et que la saison 2 tombe pas dans entre guillemets l'oubli. Ça sera jamais l'oubli, c'est quand même le Seigneur des Anneaux, mais que les gens aient moins d'attente et moins de hype autour de tout ça. Donc voilà un petit peu mon avis dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi un peu ces inquiétudes sur le rythme, ou si pas du tout, vous trouvez que c'est cool comme ça et que c'est bien. Et puis voilà, hein, on se tient au jus pour autre chose.